Bonjour, nous sommes le vendredi 4 novembre 2016. Et dans 4 jours, le 8 novembre, mardi 8 novembre, il y a des élections aux États-Unis. Alors, il y a des choses que je ne dois pas vous rappeler. Je ne dois pas vous rappeler que c'est une grande nation, qu'elle pèse énormément sur le poids des affaires, que le monde dit occidental repose essentiellement sur cette puissance pour son pouvoir militaire, pour pouvoir se défendre vis-à-vis d'attaques qui surviendraient de l'extérieur. Ce qui caractérise les élections cette fois-ci, c'est le profil assez curieux des deux candidats. D'une certaine manière, Madame Clinton, épouse de l'ancien président Clinton, représente de manière un peu caricaturale ce qu'on appelle l'establishment, ce qu'on appellerait, disons, les élites en français. Et de l'autre côté, caractérise de manière un petit peu caricaturale aussi, assez caricatural, ce qu'on appellerait un courant populiste, Monsieur Trump. Monsieur Trump a l'avantage pour lui de se couler dans le rêve américain de la réussite personnelle par la force de caractère, peut-être pas par peut-être pas par d'autres traits de la personnalité. C'est un braillard, c'est un vantard, un monsieur qui n'a aucune considération pour quoi que ce soit. Euh, c'est une de ces personnes, malheureusement, ça arrive aux États-Unis, qui confrontent la chance invraisemblable qu'ils ont eue avec un talent qui présenterait d'une certaine, sous un aspect ou sur un autre. Euh, c'est ça le danger du mythe de la personnalité qui se réussit toute seule, qui se réalise entièrement par ses propres moyens. C'est que quand ça marche, on imagine qu'on a un talent qu'on n'a en réalité pas nécessairement parce qu'il y a en arrière-plan toujours, bien entendu, un cadre fait de solidarité qui fait que ce qui apparaît pour du talent personnel, c'est souvent de la chance plus la capacité à mobiliser peut-être la bonne volonté des autres derrière soi. Le match est extrêmement tendu. Euh, ça a été le cas depuis le début de la campagne. Les camps ont crié victoire, surtout celui de Madame Clinton, à nombreuses reprises. Les écarts n'ont jamais été suffisamment significatifs pour pouvoir affirmer d'une telle manière que la victoire sera assurée pour Madame Clinton. En ce moment, au niveau national, on a l'agrégation de sondage donne une avance à Mme Clinton de 1,2%, c'est très très peu. Et surtout dans le système américain, vous savez que les choses peuvent s'équilibrer très fort d'État en État. Les systèmes de vote, les systèmes de représentation sont très différents d'un endroit à un autre. Et une fois de plus, comme dans le match qui avait opposé M. Al Gore à M. George Bush, il semble que ce soit la Floride qui a un poids décisif, qui aura un poids décisif mardi. Et là aussi, les derniers sondages nous donnent un écart que de 1,2% en faveur de Mme Clinton. Vous avez peut-être vu, le New York Times fait des calculs d'une autre manière et il nous donne toujours un avantage ce matin de 86% pour Mme Clinton contre M. Trump. Le calcul a l'air très très compliqué. Je n'essaierai pas de vous convaincre que cette méthode est excellente. Je ne la comprends pas suffisamment. De même, par ailleurs, il y a un robot qui considère, qui ne s'est pas trompé au cours des récentes élections et qui, lui, annonce une victoire de monsieur Trump. Alors, une victoire de Madame Clinton, ce serait pas idéal. Bon, elle est très très liée au milieu des affaires. Sa famille a montré un intérêt pour confondre le fait d'avoir une carrière politique et d'essayer de s'assurer une fortune personnelle. Confusion, disons, assez avancée dans le cas de la famille. Madame Clinton a fait des erreurs de jugement qui ont conduit en particulier à la mort à Benghazi du consul des États-Unis et de quelques personnes qui travaillaient au consulat.
elle a fait une erreur, bien que ce soit une erreur, comment dire, très, très surveillée, très maîtrisée, sur le fait d'utiliser un serveur informatique différent de celui qui était attaché à son poste. J'ai mis l'autre jour l'hypothèse que c'était lié au fait de vouloir essayer de garder un droit de citation sur les mails qu'elle envoie, et que la manière qu'elle a été utilisée était celle qui lui permettait de garder une certaine maîtrise de ce point de vue-là, alors que s'il avait suivi les consignes, eh bien, il y aurait eu embargo pendant de nombreuses années sur ce qu'elle avait pu dire. Ceci dit, Madame Clinton représenterait, je dirais, probablement moins un danger pour le monde que ne représente Monsieur Trump. Non pas que Madame Clinton ne soit pas un va-t-en-guerre à sa manière. C'est une personne qui paraît, je dirais, assez rigide, qui a peut-être une confiance excessive dans ses propres capacités. Mais M. Trump est un personnage erratique, dont on ne peut pas. Il faudrait imaginer qu'il soit conseillé, qu'il soit entouré par une équipe à ce point, comment dire, étanche, pour l'empêcher de faire toutes les erreurs qu'il pourrait faire. Ce serait extrêmement dangereux. Il a une représentation de la géopolitique extrêmement élémentaire et dangereuse, de type docteur Folamour, alors même qu'il se prétend un grand ami de Monsieur Poutine. La combinaison de M. Poutine d'un côté et de M. Trump de l'autre pourrait produire des étincelles particulièrement dangereuses. Sa stratégie, sa politique de mettre le profit avant tout, qui le conduit à dire qu'il supprimera la plupart des mesures de protection contre l'environnement, était un facteur de plus pour se méfier d'un personnage comme cela, braillard, agressif, harceleur, et ainsi de suite. Espérons qu'il ne passe pas, et non pas, comme je le dis, que Mme Clinton serait une solution idéale, mais les dangers associés au passage de M. Trump seraient absolument considérables. On a un peu tendance en Europe, quand on voit apparaître des personnalités poussées par comment dit-on, un courant populiste, à imaginer qu'il ne s'agirait que d'un phénomène européen. Ce n'est pas le cas, Il y a dans l'apparition de ce populisme, il y a une critique inscrite justement des élites, de l'establishment, le fait que l'establishment ou les élites n'arrivent plus depuis pas mal d'années à gérer des pays d'une manière qui soit acceptable. Leur précipitation à adopter des politiques d'austérité, leur empressement à faire baisser les salaires comme étant la seule mesure possible pour pour essayer de relancer l'économie par des ajustements, toutes ces leur bonne volonté, si ce n'est là aussi un empressement à vouloir détricoter l'État-providence, tout ça montre des élites qui ont perdu le sens de l'unité d'une nation, du fait que si le ressentiment augmente de manière tout à fait considérable dans une partie de la population, en raison justement du mépris des élites pour le reste de la population, alors un pays devient absolument ingouvernable. C'est à ça que nous assistons aux États-Unis, c'est à ça qu'on assiste dans d'autres pays européens, en Hongrie, en Pologne, en France. Dans une perspective plus globale, on peut voir tout cela comme des signes d'un effondrement généralisé qui se manifesterait sous de différentes façons à l'intérieur de nos pays. Il y a quelque chose qui a cessé de marcher correctement quand on a voulu commencer à gérer des États comme une boutique, comme des boutiques, comme des choses qui relèvent uniquement d'une logique commerciale. Ça a cessé de fonctionner, on aurait dû s'en douter. L'ignorance des faits collectifs à l'intérieur d'une population, qu'il y a un tissu social qu'il faut maintenir, qu'il ne faut pas simplement, comment dire, observer ou même dont on pourrait même rejeter l'existence. Non, il y a un tissu
tissu social qu'il faut maintenir en état et qu'il faut nourrir, qu'il faut alimenter pour qu'une société puisse tenir ensemble. Il y a trop de forces centrifuges en temps normal à l'intérieur d'une société pour qu'on puisse ignorer ça, comme on le fait depuis à peu près 1975 dans nos pays, la montée de Mme Thatcher en Angleterre, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, l'arrivée de M. Reagan aux États-Unis et le début d'un rejet de la population ordinaire au profit de la constitution d'une aristocratie qui pourra imposer ses pouvoirs simplement par par la puissance attachée à l'argent. Alors, on commence à en récolter les fruits délétères, les fruits nuisibles, les fruits empoisonnés. Les élections, la configuration autour des élections aux États-Unis, c'est une manifestation de plus d'un effondrement lié au fait que nos populations, par la concentration de la richesse, se séparent en deux parties qui cessent de communiquer, avec le pouvoir explosif qui s'attache évidemment à une telle évolution. Voilà, à bientôt.